Let me start with what has happened. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé avant le déclenchement de la guerre entre l'Iran et Israël. One of the main L'un des points principaux, du moins aux yeux des personnes issues des médias alternatifs aux États-Unis, est qu'elles pensent que l'Iran a été, d'une certaine manière, trop hésitant à se rapprocher de la Russie et de la Chine. Au lieu de cela, Téhéran souhaitait emprunter une voie menant vers les États-Unis, se rapprocher de Washington et de l'Occident. Alors, que se passa-t-il avant la guerre entre l'Iran et Israël? and Israel. Thank you very much. Merci beaucoup. En parlant de ce qui s'est passé le 13 juin, nous devons examiner les événements qui ont précédé l'attaque. Vous savez, le président Trump est arrivé au pouvoir avec ce slogan ou cette doctrine de la paix par la force, qui s'est révélé plus tard être une couverture pour autre chose, quelque chose de plus vaste en termes de stratégie que la Maison-Blanche voulait mettre en œuvre, non seulement dans notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. En réalité, il s'agissait d'une hégémonie par l'usage de la force. Ainsi, la paix servait de couverture à l'hégémonie et la force servait de couverture à l'usage de la force. Et c'est exactement ce qui se passait pendant et après la guerre de Gaza. Tandis que le régime israélien tentait de faire la même chose, imposer sa volonté, non seulement aux Gazaouis et aux Palestiniens, mais aussi à d'autres pays. Nous étions en pleine négociation, en pleine diplomatie, lorsque les Israéliens et les Américains ont commencé à attaquer l'Iran. Laissez-moi vous dire une chose. Quelques heures seulement avant le début de l'agression, nous étions à Oslo, en Norvège. J'y étais avec le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre et quelques autres ministres des Affaires étrangères également présents à Oslo. Nous discutions de la manière dont nous pourrions avancer et établir l'ordre du jour en vue d'une percée entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire. Nous en étions arrivés au point de décider s'il fallait inviter M. Witkoff à venir à Oslo ou fixer une date pour le dimanche 15 juin à Oman. Il y a eu un échange de messages entre le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et M. Witkoff, ainsi qu'entre le ministre iranien des Affaires étrangères, le ministre omanais des Affaires étrangères, le Premier ministre de Norvège et d'autres participants au forum d'Oslo. Et je parle de seulement quelques heures avant le début de l'agression. Nous avons alors convenu de nous rencontrer le dimanche. Nous avons quitté Oslo et sommes arrivés à Téhéran à minuit. Je suis arrivé à mon appartement vers 1h du matin. Ma femme m'a réveillé vers 3h et m'a dit que quelque chose se passait. Je me suis précipité à la fenêtre et j'ai vu que les Israéliens avaient commencé cette agression. C'était une opération d'assassinat très délicate et coordonnée, menée par les Israéliens et les Américains. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque hautement coordonnée, car on ne peut pas simplement commencer à assassiner des commandants d'un autre pays, hors service, au milieu de la nuit, à 1500 km de ses propres frontières ou de son territoire. Et ensuite, vous appelez cela, vous savez, une opération sortie de nulle part. Il faut au moins plusieurs mois de planification préalable. Et maintenant, nous avons toutes les preuves que la CIA et le Mossad ont travaillé ensemble dans la collecte de données, dans la planification et aussi dans l'opération visant à assassiner nos commandants hors service. Il faut savoir qu'ils ont ciblé nos commandants en pleine nuit, alors que leurs familles et leurs voisins étaient présents. Ainsi, l'agression a commencé avec cette opération d'assassinat et s'est poursuivie les jours suivants avec cette illusion et cette méprise que partageaient la Maison-Blanche et Tel Aviv, celle selon laquelle l'Iran était au bord de l'effondrement. Il disait que l'Iran était si faible qu'il ne pourrait pas réagir efficacement et qu'en assassinant nos commandants hors service, l'armée iranienne s'effondrerait.
Il y avait tant de faux arguments et d'illusions. Je suis très heureux de pouvoir vous dire maintenant, alors que vous êtes à Téhéran, en Iran, en vous promenant et en voyant ce qui se passe ici, que beaucoup de ces faux arguments se sont évaporés. Car cette guerre de 12 jours, ces 12 jours d'agression, a été une sorte de laboratoire, un test de nombreuses affirmations avancées par les Américains et les Israéliens. Et il est maintenant évident que la plupart d'entre elles n'étaient que des illusions et de faux arguments. Mais quelle était la nature des dernières négociations avec la Maison-Blanche? Parce que beaucoup de gens diraient, je me souviens que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, même avant l'élection, si l'on suivait ses interviews, il disait « Rapprochons-nous de l'Iran et de la Russie. Pourquoi devons-nous en faire nos ennemis ?» Il affirmait que les garder comme ennemis nuirait énormément à la puissance du dollar. Mais ce n'était plus le cas une fois qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis. Alors, quelle était la nature des négociations dans ces derniers instants avant l'attaque? Je vous l'ai dit, j'ai été très franc et direct en expliquant ce qui se passait. Bien sûr, nous avions entre les mains des questions très importantes qui restaient non résolues, notamment la politique de zéro enrichissement des États-Unis qui ne pouvait jamais être acceptée par l'équipe de négociation iranienne. Mais enfin, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir et a commencé avec ses positions de négociation inacceptables du type bombarder ou se soumettre, notre réponse a été très audacieuse. Il a commencé avec une position de négociation inacceptable. Et nous avons également répondu avec audace, non, nous n'allons pas vous parler. Parce que nous ne sommes pas un pays ni une nation de soumission. Nous ne sommes pas une nation qui accepte des ordres de qui que ce soit, y compris des États-Unis. Et c'est cela, l'histoire de l'Iran. L'Iran est la plus ancienne civilisation vivante de manière continue sur Terre. Iran is the oldest continuous living civilization on earth. Let me repeat it for you. Permettez-moi de le répéter pour vous et aussi pour votre public. L'Iran est la plus ancienne civilisation, une civilisation vivante et continue sur Terre. Et cette civilisation ne peut pas être soumise à ce genre d'intimidation. Quoi qu'il en soit, lorsque le président Trump a modifié sa position en nous envoyant une lettre et en suggérant que nous pourrions entamer des négociations, nous avons également ajusté notre position de négociation. Nous avons accepté de nous rencontrer indirectement à Oman et nous avons commencé avec une totale honnêteté. Nous étions très bien préparés pour ce type de négociation afin de résoudre l'une des questions les plus complexes, la question nucléaire. Pour nous, c'était assez simple. Nous ne voulions pas de bombes. Nous n'avons jamais voulu de bombes. Donc, pour nous, c'était un dossier facile à négocier sur la base de zéro bombe. Pour l'autre partie, en revanche, ce n'était pas facile. Plus tard, nous avons compris qu'ils n'étaient pas sincères dans la fourniture de garanties objectives suffisantes, prouvant qu'ils étaient réellement engagés dans la levée des sanctions. Parce que la raison pour laquelle l'Iran était si intéressé, c'était les sanctions. Des sanctions illégales, illégitimes, extraterritoriales imposées par les États-Unis. Mais revenons à votre question. Pour nous, la négociation signifie donner et recevoir. Pour le président Trump et son équipe, ce n'était pas du donner et du recevoir. C'était une sorte de dictée. C'était à prendre ou à laisser. Cela ne peut pas fonctionner dans une négociation. Il faut du compromis. Il faut du donner et du recevoir. Et c'était là le problème. Ce n'était pas une véritable négociation. Et comme il n'y avait pas de véritable négociation en place, et qu'il n'y en a toujours pas, ni même de perspective d'en avoir une, nous sommes dans une impasse. Parce que l'autre camp n'est pas prêt à accepter nos droits, pas prêt à aucun compromis, pas prêt à une véritable négociation. Et par véritable, j'entends un réel échange, pas un compromis irrationnel. C'est pourquoi la négociation qui a eu lieu,
Eh bien, il y a aujourd'hui en Iran des gens qui soutiennent, et vous connaissez ce débat, qu'on nous a trompés, que tout ce geste de négociation, entre guillemets, était une sorte de complot. Ils voulaient conspirer à travers ce théâtre de la négociation. Pour eux, ce n'était pas une vraie négociation. Ils préparaient autre chose. Et il faut reconnaître que ce débat a une certaine légitimité, car plus tard, le président Trump lui-même a admis qu'il faisait partie de cette opération. Et c'est pourquoi nous devons encore comprendre si l'autre camp est réellement engagé dans une véritable négociation. Mais vous pensez que depuis le début des négociations, ils inventaient quelque chose pour vous attaquer, pour vous placer dans une position de confort, une position de calme, afin de se préparer à la guerre. Parce que Donald Trump lui-même a dit qu'il se préparait à ce moment depuis 22 ans. Oui. Ce que je peux dire, et ce que je peux vous affirmer avec une certitude absolue, c'est que l'agression a été très clairement coordonnée. C'était une opération d'assassinat extrêmement délicate. Il faut au moins plusieurs mois de préparation préalable. On ne peut pas faire cela du jour au lendemain, à 1500 km de son propre territoire, en entrant et en assassinant des personnes, des figures d'autres pays. Donc ce que je peux dire, c'est que, pour nous, tout d'abord, il n'y avait pas de véritable négociation en cours. Alors que nous étions pleinement engagés dans une négociation réelle, axée sur les résultats, l'autre partie se contentait d'une sorte de dictat. Deuxièmement, nous avons maintenant toutes les preuves que la CIA, le Mossad et de nombreux responsables entretenaient une relation à plusieurs niveaux qui se déroulait très clairement entre les Israéliens et les Américains. Et troisièmement, je peux vous dire qu'il n'y a toujours aucun signe montrant que l'autre partie soit prête à s'engager dans une négociation véritablement axée sur les résultats. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à ce que l'autre partie revienne à la diplomatie. Et beaucoup de gens en Occident pensent, du moins d'après ce que j'entends lorsque je parle avec de nombreux anciens responsables de la CIA et du département d'État, que ce fut un échec total du contre-espionnage de la part des Iraniens. Mais si l'on regarde la situation au même moment, la même chose est arrivée à la Russie. Une opération similaire sur le plan nucléaire, avec des bombardiers en Russie, qui aurait été planifiée par les Ukrainiens et soutenue par le MI6. Donc je me demande, comment voyez-vous le lien entre les deux? On peut observer de nombreuses similitudes. Avez-vous une idée de ce qui se passe? Tout d'abord, puis-je contester cette idée selon laquelle il s'agirait d'un échec total du contre-terrorisme ou du contre-espionnage du côté iranien? Laissez-moi vous dire une chose. Oui, c'était notre 11 septembre. Ce qui s'est passé le 13 juin a été notre 11 septembre, tout comme les États-Unis ont eu le leur. Le 11 septembre, les meilleurs assassins du monde, appelons-les le régime israélien, je ne vais pas contester cette étiquette pour eux, car ils sont nés pour être des assassins. On lançait cette opération visant à assassiner nos plus hauts généraux. D'accord, ils ont réussi à mener à bien ces opérations d'assassinat, mais ils n'ont pu le faire que parce que l'appareil de renseignement iranien est resté en grande partie intact. Ils ont essayé d'attaquer le ministre du renseignement iranien, mais ils ont échoué. Lamentablement, ils n'ont même pas réussi à viser d'autres parties du renseignement iranien. Et cela a montré à quel point ils étaient réellement vulnérables, car nous avons commencé à riposter et à rétablir l'équilibre face à l'agresseur. Vous savez, l'Iran ne possède aucun satellite militaire. Donc recueillir des informations très précises et sensibles sur les Israéliens n'est pas facile. Les Israéliens font cela depuis de nombreuses années, en manipulant et en sabotant les données recueillies par des satellites commerciaux. Ainsi, par exemple, si les coordonnées GPS d'un site sur un satellite commercial
l'indique à un endroit. L'emplacement physique réel de ce bâtiment ou de ce centre se trouve ailleurs. Nous l'avons remarqué pendant True Promise 1 et True Promise 2. Cela soulève donc une question très importante. Comment l'Iran a-t-il pu non seulement cibler, mais aussi cibler efficacement, démolir et détruire de nombreux quartiers généraux clés du renseignement et de l'armée en Palestine occupée et au sein du régime israélien? Jour après jour, ils l'admettent désormais. La réponse réside en fait dans le fait que l'Iran a profondément pénétré les territoires occupés et a accès à des informations auxquelles il ne pouvait même pas. Vous voulez dire Israël? Oui. Pour clarifier, Oui, oui. Quand je dis Palestine occupée, je parle du territoire qu'ils appellent Israël. Mais quoi qu'il en soit, cela montre à quel point non seulement l'appareil militaire et sécuritaire de l'Iran a su résister et rétablir l'équilibre, mais aussi à quel point il a été capable de s'infiltrer, de collecter des données et de mener des opérations très réussies à l'intérieur. Il faut rappeler à votre auditoire que le 3e jour de l'agression, le président Trump a tweeté 2 mots, reddition inconditionnelle. Et reddition inconditionnelle sont les mêmes mots que les Américains ont utilisés lorsqu'ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Le 12e jour, à 2 heures du matin, en pleine nuit, nous avons reçu une demande de cessez-le-feu inconditionnel. Ainsi, le passage de la reddition inconditionnelle au cessez-le-feu inconditionnel est le parcours d'une nation très fière, l'Iran, qui s'est défendue avec succès, non seulement en protégeant le pays, mais aussi en repoussant l'ennemi et en faisant peser beaucoup de douleur et de fardeau sur les épaules des agresseurs. C'est un point que je tenais vraiment à clarifier pour vous et votre public. Maintenant, à propos de cette attaque sans précédent contre les installations nucléaires iraniennes placées sous garantie, c'était la première fois dans l'histoire que les Américains et les Israéliens, avec la carte blanche reçue de certains membres de l'OTAN, attaquaient des installations nucléaires pacifiques d'un autre pays, placées sous la supervision de l'ONU. Il s'agit d'une violation très grave du droit international. Non seulement parce qu'ils ont attaqué des sites sous garantie, mais aussi en raison des nombreux risques qu'un tel acte comporte. Contamination, radiation, catastrophes humaines, et ainsi de suite. Et si l'Iran n'avait pas prévu et mis en œuvre avec succès de nombreuses opérations de protection avancées, nous aurions fini par connaître une sorte de catastrophe dans ces installations. L'histoire ne pardonnerait jamais, au grand jamais, ce qui s'est passé le 13 juin lorsque les Israéliens et les Américains ont attaqué des installations nucléaires pacifiques placées sous la sauvegarde de l'ONU. Et c'est une réalité très amère. L'AIEA, en tant que seul organisme technique chargé de protéger de telles installations, a même échoué à condamner cet acte. Vous le savez, les Américains et les Israéliens n'ont attaqué aucun programme ni aucun site qu'ils avaient qualifié de clandestin ou de caché. Partout où ils ont frappé, ils ont fièrement déclaré que le site était sous sauvegarde, mais qu'ils l'avaient attaqué. Et cela est sans précédent en droit international et dans l'histoire des relations internationales. Et c'est là la grande différence entre ce qui s'est passé en Iran et de nombreux incidents précédents. Par exemple, en 1981, lorsque les Israéliens ont attaqué un bâtiment vide en Irak, en 1981, ce bâtiment devait être utilisé plus tard comme installation nucléaire, mais au moment de l'attaque, il était vide. Et il est très intéressant de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a unanimement condamné l'attaque israélienne contre ce bâtiment vide. Cette fois, ils ont attaqué de nombreuses installations pacifiques placées sous garantie, et l'AIEA n'a même pas réussi à les condamner verbalement. Et c'est quelque chose que le droit international n'oubliera jamais et que les Iraniens n'oublieront jamais. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il ne devrait y avoir aucune impunité pour ceux qui ont déclenché l'agression contre l'Iran et contre nos installations placées sous garantie.
our safeguarded facilities. It was something so strange has happened during the war between Iran. C'était quelque chose de très étrange qui s'est produit pendant la guerre entre l'Iran et Israël. La position des Européens. Quand on voit le chancelier allemand, Merz, dire « c'est sale, ils font notre sale boulot », on se demande « que se passe-t-il entre l'Iran et l'Europe ?» Je parle des pays européens, pas de l'Union européenne. Parce qu'après tout, quand on voit même la chef du Parti conservateur au Royaume-Uni, elle a dit, je ne me souviens plus exactement, peut-être Beta, je ne sais pas. Elle est britannique d'origine africaine, si vous la connaissez. Mais elle a dit que ce qui se passe à Gaza, par exemple, et contre l'Iran, c'est qu'ils font notre travail. Que se passe-t-il? Parce que lorsque j'examine la politique étrangère de l'Iran envers les Européens, je ne vois aucune menace venant de l'Iran à leur égard. Alors pourquoi ressentent-ils cela? Quelle est votre compréhension de ce qui se passe dans le SASP? How do they feel this way? What is your understanding of what's going on in their mind? I've lived for many years in J'ai vécu de nombreuses années en Allemagne, donc je connais des gens très bien et j'y ai de très bons amis. Je sais à quel point ils ont honte de ce genre de déclaration, qui reflète en réalité la bassesse de la personne qui l'a prononcée, et non la beauté de l'Allemagne, ni celle du peuple allemand que j'admire profondément. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur a dit cela, mais c'est quelque chose qui ne pourra jamais effacer de la mémoire des Iraniens, ni de l'esprit de ceux qui suivent la politique en Europe. Je ne veux humilier personne, et je ne veux pas minimiser l'importance de cette déclaration. Mais il est très clair où se situe aujourd'hui l'Europe dans l'équilibre stratégique du monde. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans le document sur la sécurité nationale des États-Unis. Just look at what happened in the national security document of United States. Unfortunately, many Europeans Malheureusement, de nombreux Européens sont complices du génocide et des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu à Gaza et qui se poursuivent actuellement en Palestine. Et c'est un fait. Deuxièmement, beaucoup d'Européens ont rendu l'Europe stratégiquement insignifiante sur de nombreuses questions importantes, y compris le dossier nucléaire iranien et la compétition stratégique entre les grandes puissances. Aujourd'hui, l'Europe est en déclin, et l'une des principales manifestations de ce déclin est très évidente dans le type de déclaration faite par le chancelier d'Allemagne. Nous en sommes profondément blessés. Et je suis sûr que beaucoup de personnes en Allemagne ressentent la même chose que nous, car elles ont honte de telles déclarations et de tels politiciens. Elles méritent mieux. Politicians that they deserve better. Yeah. Actually, the history says Oui. something, En fait, l'histoire dit une chose, mais à mon avis, c'en est une autre. Iran and Iraq. Vous voyez, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Allemagne a aidé le camp irakien et elle leur a fourni des armes chimiques à utiliser contre les Iraniens. Alors pensez-vous qu'après tout cela, quand je parle avec des Américains, par exemple, l'un de nos invités, le colonel Wilkerson, qui était, vous savez, l'adjoint de Colin Powell, il a dit que la stratégie de l'Occident pendant la guerre Iran-Irak était de les laisser s'entretuer. Personne ne devait gagner. Il voulait maintenir une sorte d'équilibre entre les deux camps, tuer le plus grand nombre possible, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un Iranien et un Irakien, et qu'on les tue tous les deux avec une seule balle. Pensez-vous que la région est en train de changer, le Moyen-Orient? Qu'elle comprend maintenant quel est réellement le rôle de l'Occident au Moyen-Orient et en Occident lui-même? Understanding what is the role of the West in the Middle East, in the West. We are seeing, yes, I think that, Oui, je pense que l'ensemble de l'Occident est véritablement assiégé, réellement en danger. Conceptuellement, vous savez ce qui se passe. Je peux vous dire qu'il y a une sorte de révolte qui vient de la périphérie contre le centre. L'Occident libéral est en plein tumulte, et beaucoup, en Europe comme dans l'hémisphère occidental,
le comprennent. Je crois que c'était en 2020, si je ne me trompe pas, que la conférence de sécurité de Munich a forgé un concept nouveau et sans précédent, l'absence d'Occident. Toute la conférence de cette année-là était construite autour de cette idée d'absence d'Occident. Ainsi, même l'Occident lui-même était pleinement conscient que nous entrions dans un nouvel ordre mondial qui n'est plus centré sur l'Occident. Et nous avons le Sud global. Et nous avons effectivement des voies alternatives, des voies qui cherchent à mieux représenter l'ordre émergent. Il n'est pas encore défini, c'est une tendance en cours. En raison de cette nature évolutive, l'ordre est en train de se construire. Et à cause de cela, nous voyons apparaître des alliances ad hoc, des partenariats opportunistes et ce genre de choses. Donc, puisque tout n'est pas encore clair, je ne peux pas vous dire que tout a changé. Mais je peux vous dire qu'il existe des raisons évidentes de penser que nous pouvons prévoir d'immenses transformations. Bien qu'il subsiste des éléments de continuité dans l'ordre international, nous avons de nombreuses raisons de croire que de grands changements s'annoncent. Je veux me concentrer sur ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Mais avant d'en arriver là, pendant la guerre entre l'Iran et Israël, quand on y regarde de plus près, j'étais en contact avec certaines personnes ici en Iran pour voir ce qui se passait, quelle était la situation. Mais dans les premières heures, je dirais les 2 premiers jours, l'Iran était frappé par un vaste réseau terroriste, attaquant différentes régions du pays. Puis l'Iran a réagi. On pouvait voir les contre-attaques. À quel moment charnière avez-vous senti que les choses commençaient à s'améliorer au fil du temps? Vous savez, tout d'abord, l'Iran est un pays très vaste, environ 600 000 km² de territoire. Il est 85 fois plus grand qu'Israël. Ainsi, même si nous avons frappé partout en Israël, 22 provinces d'Iran n'ont même pas entendu une seule balle. Ce n'était pas une agression à l'échelle nationale. Cela montre à quel point l'Iran est un grand pays, capable d'absorber des incidents bien plus importants. Mais je comprends votre point de vue. C'était une attaque surprise. Ils ont franchi de nombreuses lignes rouges et à cause de cela, ils nous ont pris de court. Pourtant, l'Iran a montré qu'une armée ne peut pas être anéantie simplement en assassinant des commandants hors service. Pour chaque commandant tué, il y en avait quelques autres, des commandants supérieurs volontaires prêts à prendre la relève. C'était donc une armée complète. Et en quelques heures, après le début de l'agression, l'Iran a pu réagir. Dès le 2e, le 3e jour, l'Iran a commencé progressivement, par étapes, selon la stratégie de nos forces armées, à riposter, et à riposter avec succès. Je peux vous donner des centaines d'exemples montrant comment l'Iran a imposé sa volonté aux Israéliens et à leurs alliés. Laissez-moi vous dire une chose. Ils disposent par exemple d'au moins 7 systèmes d'interception qui fonctionnent ensemble pour intercepter nos missiles. 3 d'entre eux se trouvent en Israël, certains installés par les Américains, d'autres par des membres de l'OTAN, et d'autres encore dans la région et au-delà. Vous savez que les Américains ont des bases dans le Golfe Persique. L'une d'elles possède un radar d'une portée de 5000 km pour l'alerte précoce. Quelques secondes après le lancement d'un missile, ils peuvent le détecter. Ils disposent donc d'environ 8 à 12 minutes, suffisamment de temps par exemple, pour tenter d'intercepter les missiles iraniens. Mais malgré tout leur système d'interception, ils n'ont pas pu les arrêter, surtout les missiles de précision. Vous vous souvenez que pendant la guerre, ils affirmaient que moins de 10% des missiles iraniens avaient réellement atteint leur cible. Après la guerre, ils ont révisé ce chiffre à entre 30 et 40%. Laissez-moi vous dire une chose, le taux de pénétration était de 100%. Car,
En mettant de côté les missiles et les drones primitifs que nous avons lancés simplement pour épuiser et saturer leur système d'interception, quand nous voulions frapper, où que ce soit, quand nous le voulions, nous pouvions le faire. Par exemple, le 7e jour de la guerre, il y a eu un calme relatif du côté iranien. Aucun tir de missile. C'était voulu. Après plusieurs heures de calme, l'Iran a lancé un seul missile et leur a laissé toutes les chances de l'intercepter. Environ 8 à 12 minutes, avec les systèmes de détection précoce dont ils disposent dans le Golfe Persique, les systèmes d'interception coordonnés dans certains pays arabes et les 3 couches d'interception en Israël. Ils n'y sont pourtant pas parvenus. Ce missile a non seulement atteint sa cible, mais a aussi provoqué une explosion si puissante que l'onde de choc a été détectée dans de nombreux pays voisins. C'était un message. À partir de maintenant, quand et où nous le voudrons, nous pourrons frapper. Et c'était un message très fort. Je ne plaide donc pas simplement pour la guerre. Je dis que lorsque la guerre vient à vous, en tant que nation fière, vous devez vous défendre, et vous devez le faire avec force. Il faut riposter, et vous n'avez pas d'autre choix que de gagner. C'est pour cette raison que l'Iran a héroïquement riposté et a tenté de leur donner une leçon, mettre fin à cette agression. J'espère donc qu'ils ont su tirer cette leçon, la comprendre, et cesser ce type d'attitude hégémonique qu'ils essaient d'imposer aux autres. Ils veulent obtenir un avantage sur les autres pays, technologique, militaire, en matière de renseignement. Mais l'Iran n'est pas un pays qui accepte cette posture hégémonique, qu'elle vienne des Israéliens ou des Américains. Était-ce une opération de changement de régime? Même si c'était le cas, ce fut un échec total pour eux. Parce qu'un autre faux argument qu'ils avançaient était que l'Iran était au bord de l'effondrement et que le peuple se révolterait s'ils attaquaient simplement. Et je suis sûr que beaucoup de personnes dans votre auditoire ont entendu ce genre d'arguments ou de faux arguments dans les médias traditionnels. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes en Iran. L'Iran est une société où le débat est très présent. Si vous allez maintenant interroger un chauffeur de taxi, quel qu'il soit, il ou elle critiquera. Mais pendant la guerre, il n'y avait pas une seule voix d'opposition. Il y a eu une unité extraordinaire à travers tout le pays, à tel point que même moi, en tant que professeur de sciences politiques, je ne m'attendais pas à un tel niveau de solidarité. Je me suis rendu en Turquie quelques semaines après l'agression et j'y ai rencontré de nombreux responsables, officiels et non officiels. Lors de l'une de ces rencontres, un responsable turc m'a dit que c'était remarquable pour eux, car ils avaient dû ajouter plusieurs vols de Turkish Airlines depuis Istanbul et Ankara vers nos villes frontalières afin de ramener des Iraniens qui suppliaient de rentrer, de franchir la frontière, d'être avec leur famille et de défendre le pays. Et je parle de l'époque où, de l'autre côté de l'hémicycle, de nombreux Israéliens achetaient pour $20 000 de billets simplement pour fuir Israël sur de petits bateaux vers Chypre et d'autres endroits. Et c'est cet équilibre qu'il faut aussi prendre en compte. Ainsi, même si c'était une tentative d'effondrer la structure politique de l'Iran, ce fut pour eux un échec stratégique total, dans la mesure où ils ont compris que l'Iran n'est pas un pays de soumission, que la nation iranienne n'accepte aucune dictée venue de l'extérieur, et que les Iraniens ne sont pas un peuple qui laisse des étrangers leur dicter leur conduite. Pour conclure cette session, dans quelle mesure l'Iran est-il prêt à répondre à une nouvelle attaque, qu'elle provienne d'Israël seul ou d'Israël conjointement avec les États-Unis et éventuellement des pays européens?
we are doing our best to change the strategic calculus. Nous faisons de notre mieux pour modifier le calcul stratégique à Washington et à Tel Aviv, afin de rendre clair que de nouvelles aventures ne sont pas dans leur intérêt. Après l'arrêt de la guerre, une nouvelle bataille a commencé, la bataille de la réparation et de la reconstruction. Les Israéliens essaient de remporter cette bataille de la réparation et de la reconstruction pour se préparer à une nouvelle agression, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre d'autres pays de la région. Ils reçoivent des milliers d'envois en provenance des États-Unis et des membres de l'OTAN pour s'équiper de suffisamment de matériel militaire et de renseignements afin de lancer une nouvelle agression. Mais il y a aussi une autre bataille qui se déroule ici, la bataille de la réparation et de la reconstruction. Battle going on here, battle of repair and recovery. Iranians are also doing the same with all the resources. Les Iraniens font de même, utilisant toutes les ressources dont ils disposent et les réseaux qu'ils ont à l'intérieur et à l'extérieur de la région pour empêcher une nouvelle guerre, pour modifier le calcul stratégique de l'autre camp. Cette guerre pourrait devenir une guerre totale, un conflit généralisé qui risquerait de s'étendre à la région, au Golfe Persique et à de nombreuses zones environnantes. Ainsi, en tant que diplomate, en tant que personne dévouée à la cause de la justice et de la paix, j'aimerais vraiment voir une situation où la diplomatie, la clairvoyance et la sagesse l'emportent. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.